Bonjour, je m'appelle Alexandre Pérodin, je suis psychologue social et je suis consultant et formateur à l'IAPR. Psychologue social, donc je suis psychologue spécialisé sur les interactions, les comportements, les attitudes et la cognition des individus aux prises avec des situations sociales. L'IAPR, c'est quoi? L'IAPR, donc, c'est de base une association fondée en 2000 par la RATP et la GMF, une association qui visait à proposer un soutien psychologique aux agents de la RATP qui pouvaient, au sein de leur quotidien de travail, être confrontés à des événements potentiellement traumatiques, des événements stressants, des événements violents. Puis l'IAPR a été racheté, a intégré un plus grand groupe, Oasis, et est aujourd'hui travaille au sein du groupe Oasis sur la prévention des risques psychosociaux en général et la qualité de vie, accompagner les entreprises sur leur politique de qualité de vie et conditions de travail. Comment ça se passe? Vous intervenez au sein des entreprises? Alors, en ce qui me concerne, je suis donc consultant et formateur spécialisé dans la formation. J'interviens dans les entreprises pour former les acteurs de l'entreprise, les dirigeants, les managers, les élus, les RH, pour les sensibiliser, les outiller et leur permettre de mieux réguler ces risques psychosociaux. Aussi de repenser leur politique de qualité de vie et conditions de travail, afin qu'ils, non pas qu'ils apportent du bonheur à leurs salariés, mais davantage qu'ils préviennent des événements, des risques qui pourraient atteindre leur santé physique, mentale ou sociale. L'IAPR, au-delà de la formation, avec mes collègues, on va intervenir sur les trois champs de la prévention des risques psychosociaux. Le premier champ, c'est la prévention qu'on dit primaire, accompagner les entreprises à évaluer leurs risques, à faire l'état des lieux de ce qui peut advenir dans leur situation de travail et qui peut porter atteinte à la santé psychologique et physique de leurs salariés. La prévention secondaire, c'est ce que j'ai présenté en premier, c'est outiller les acteurs de l'entreprise face à ces risques qui peuvent advenir, à ces situations de travail qui peuvent être difficiles à vivre. Et enfin, la prévention tertiaire, la prévention tertiaire qui va se charger de réguler les conséquences de ces risques. La prévention tertiaire qui va proposer ce soutien aux salariés, aux employés, aux acteurs de l'entreprise en général sur la question des risques psychosociaux. Au sein de ces interventions, il y a le sexisme. Qu'entend-on par sexisme, par des agissements sexistes? Alors, le sexisme, c'est intéressant déjà de le définir dans ce qu'est le sexisme. Le sexisme, c'est d'abord une attitude discriminatoire. C'est faire la différence entre deux sexes. C'est de se positionner et d'engager un rapport avec une autre personne en se disant « cette personne, je la vois au prisme de son identité de genre, de son identité sexuelle ». Et l'agissement sexiste va découler de cette interaction par stéréotype. On se dit « c'est un homme, je vais donc agir de cette manière-là, c'est une femme, je vais donc agir de cette manière-là ». En fonction de l'identité de genre, en fonction de l'orientation sexuelle, je vais, d'une certaine manière, orienter mes actions, orienter ma manière de penser. Et donc l'agissement sexiste, c'est l'incarnation de ces stéréotypes qui sont activés par le genre, par le sexe, par l'orientation sexuelle, qui va s'incarner dans des actes. L'agissement sexiste, la plupart du temps, la manière dont on le pense, c'est l'agissement sexiste qui va être donc discriminant et qui va avoir tendance à dégrader le rapport au travail d'une personne pour ce qui touche au prisme travail de l'organisation. En ce qui concerne donc les agissements sexistes, on peut distinguer par exemple 3 types de sexisme qu'on peut voir s'installer au travail et en général dans la société. Il y a ce qu'on appelle le sexisme hostile. Ce sexisme hostile, ça va être un sexisme qui va être orienté donc, pour atteindre, pour nuire, et qui va s'incarner par des blagues, du sarcasme, qui visent à diminuer l'autre. On a d'autres types de sexisme. Le deuxième, c'est le sexisme masqué, qui ne se veut pas conscient, ou en tout cas qui ne se veut pas assumé, qui va s'incarner dans des manières de s'adresser à l'autre, en diminuant l'autre, de par son identité de genre, comme j'ai dit, sexuelle, ou son orientation sexuelle. Enfin, on a ce qui est le plus prédominant dans les entreprises, mais dans la société aussi, ce qu'on appelle le sexisme bienveillant. C'est la manière dont une personne va s'adresser à une autre sous le prisme de la bienveillance, mais qui va tout de même si c'est
dans des attentions bienveillantes, dans des gestes, dans des services qui vont l'enfermer dans son identité de genre, dans son identité sexuelle ou dans son orientation sexuelle. En ce qui concerne la loi déjà, on peut partir du principe que la loi demande à l'employeur de protéger ses salariés contre toute atteinte à leur santé physique et mentale. De cette obligation va découler une autre obligation, qui est de chaque employeur. De cette obligation vient en résonance une seconde obligation qui est pour chaque travailleur, conformément aux dispositions qui sont données par la loi bien sûr et par l'employeur, de protéger sa santé et de protéger celle d'autrui. Donc ça, c'est une obligation de base qui va ensuite s'incarner par des mesures. D'un point de vue des agissements sexistes à proprement parler, ce que dit la loi, c'est que tout agissement qui va être lié donc au sexe d'une personne, à son identité de genre ou son orientation sexuelle, et qui va avoir pour effet de dégrader les conditions de travail, doit être proscrit dans le cadre du travail. Voilà. De cet article du Code du travail, il y en a un autre qui est arrivé plus tard, qui parle de l'outrage sexiste. L'outrage sexiste, c'est pas seulement pour dire un employé ne doit pas faire ça, c'est que finalement, suite à un agissement sexiste, blague, propos à connotation, drague lourde, etc., un employé peut attaquer la personne dans son entreprise ou voir son employeur, si elle n'a pas respecté son devoir de protection, du fait d'avoir subi un outrage sexiste, à caractère sexiste. Voilà. On en est où en France au niveau du sexisme ? En France, en France, on est en retard, parce qu'on peut être qu'en retard par rapport à un fait qui est plus global, qui ne touche pas que l'entreprise, qui est un fait sociétal, qui peut se différencier en fonction des pays, en fonction de l'Occident, de l'Orient, des différentes cultures. En France, on est en retard tout simplement parce qu'on peut se positionner par rapport à d'autres pays qui sont plus en avance, dans le système éducatif, dans la sensibilisation, dans la déconstruction de ces stéréotypes qui sont appris, qui sont intégrés dans le fonctionnement humain, en fonction bien sûr des sociétés. Mais on est en retard aussi dans la libération de la parole par rapport à ces agissements sexistes. Encore aujourd'hui, bien qu'il y ait beaucoup de choses sur lesquelles on est avancé, donc on a des obligations de l'entreprise sur la manière dont on va réagir à un signalement, par exemple pour harcèlement sexuel, néanmoins on voit que entre ce qui est déclaré de femmes ou d'hommes qui rapportent des comportements à caractère sexiste au travail, qui nuisent à leurs conditions de travail, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils le subissent et très peu qui en parlent. Donc en France, on est en retard par rapport à d'autres pays, mais tout simplement en retard par rapport à ce qu'on veut porter dans ces obligations. On porte des valeurs morales, de respect, de mérite, on porte des valeurs sociétales, de progression, notamment dans le cadre du travail, de pouvoir avancer dans sa carrière sans se préoccuper d'être ramené à sa condition de genre, de sexe ou d'orientation sexuelle. Et encore aujourd'hui, il arrive trop souvent que dans le cadre du travail, on y soit confronté, on en souffre, et que ça nous empêche d'évoluer dans son cadre de travail sereinement et de manière qualitative. Que peuvent faire les entreprises justement pour stopper ce sexisme et avancer dans la bonne direction? Alors, c'est ça toute la difficulté à relever dans ce défi, c'est que les entreprises, elles ne peuvent rien contre le sexisme. Le sexisme, c'est inné au fonctionnement par stéréotype. J'ai mon fonctionnement par stéréotype, tout le monde a son fonctionnement qui vient des stéréotypes qu'il a en tête, et donc ce fonctionnement par stéréotype, il donne du préjugé. On a tous nos préjugés. Néanmoins, au travail, on casse nos préjugés, on les annule, on fait un effort, on se concentre et on fait en sorte d'agir avec ses collaborateurs, d'agir avec ses collègues, avec une distinction qui se fixe et qui se base sur le fait que ce soit notre collègue et pas un homme, une femme, et qu'il soit hétérosexuel, homosexuel ou toute autre orientation sexuelle. L'entreprise, par contre, là où elle peut agir,
c'est bien sur ces agissements sexistes. Se dire qu'on a des biais, on arrive avec nos biais au travail. Par contre, au travail, on a un cadre. On a un cadre, on se met un filtre professionnel pour venir au boulot, et que ce filtre professionnel, s'il n'est pas mis par les individus, le cadre de travail peut leur rappeler. L'employeur, comment il peut agir maintenant? L'employeur, je vous ai cité les préventions primaires, secondaires et tertiaires. Déjà, il peut faire un état des lieux, se demander, mes employés, mes collaborateurs, aujourd'hui, dans quel espace social ils évoluent. Est-ce que j'ai une majorité d'hommes, une majorité de femmes, sachant que même quand il y a une majorité de femmes, on voit que les femmes subissent toujours autant et toujours plus que les hommes quand ils sont en minorité ces agissements sexistes. Et prendre des mesures à partir de là. Se dire que certains métiers vont avoir tendance à prôner ce qu'on appelle l'injonction à la virilité qui touche les hommes comme les femmes, de dire si tu veux, tu peux, sois fort, et donc qui prône des valeurs qui ont été masculinisées. Donc l'employeur, en fonction de son domaine d'activité, son secteur, ses métiers, doit prendre des mesures et se demander comment j'agis pour protéger mes collaborateurs. La première chose en prévention primaire, c'est déjà donc de faire ce diagnostic. Est-ce que j'ai des services qui sont majoritairement masculins? Est-ce que j'ai des services où une orientation sexuelle va avoir tendance à être dévalorisée par rapport à une autre? Et se poser cette question pour permettre de mettre des choses en place. Ça peut être justement des politiques de diversité qui vont permettre d'égaliser la quantité d'hommes et de femmes sur un même poste. Aussi pour envoyer un message fort à l'entreprise, en dehors de la loi, l'entreprise est une société dans la société et aujourd'hui lead les tendances sociétales sur beaucoup de points. Donc une entreprise, et plus dans les entreprises vont légitimer ces démarches et valoriser ces démarches, plus la société en général va le faire. C'était un point important. Deuxièmement, une fois qu'il a fait ce constat, il va devoir avoir des actions, différentes actions. Il peut déjà avoir des actions de sensibilisation, des actions de formation. J'interviens par exemple sur ce type d'action d'entreprise. Ces actions vont avoir pour but de rappeler, parce qu'on l'oublie, et que quand on est dans son quotidien de travail, on a tendance à oublier quelquefois certaines bases, rappeler qu'il y a un cadre légal et un cadre donné par l'entreprise. L'employeur, il va aussi avoir une charte, il peut aussi mettre au point une charte éthique, il peut aussi faire participer ses employés, ses collaborateurs autour de cette réflexion qui est de la diversité de genre, la diversité de l'orientation sexuelle, mais la diversité c'est très bien, mais comment on fait en sorte qu'ils soient inclus? Avoir des hommes et des femmes dans une équipe ne veut pas dire qu'ils sont traités de la même manière. L'employeur, il peut aussi proposer des formations auprès d'acteurs particuliers de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une obligation d'avoir des référents harcèlement sexuel, ce que j'ai évoqué par rapport aux agissements sexistes, à l'outrage sexiste. Une personne qui subit 2 agissements sexistes dans son lieu de travail peut signaler un harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel se base sur la répétition d'agissements sexistes ou à la pression à l'acte sexuel dans le cadre du travail. Enfin, l'employeur il peut aussi avoir recours, donc s'il y a des signalements pour agissements sexistes qui caractérisent du harcèlement sexuel, l'employeur a des obligations donc de mener des enquêtes suite à ces signalements pour harcèlement sexuel. Prendre ses responsabilités d'un point de vue de sanction suite à ces enquêtes, c'est aussi lutter contre les agissements sexistes. C'est envoyer un message fort aux employés qui leur dit si aujourd'hui ou demain il y a des personnes qui ont des agissements sexistes qui nuisent à vos conditions de travail ou des agissements sexistes sans forcément nuire, qu'elles seront sanctionnées parce que je fais respecter un cadre encore une fois légal et un cadre qui permet d'avoir des conditions de travail saines. Et c'est une obligation de l'employeur de proposer des conditions saines de travail. Dans les démarches et les formations que vous proposez, c'est vous qui allez vers les entreprises ou c'est les entreprises qui vous contactent? Alors, il y a effectivement, la plupart du temps, ce sont les entreprises qui nous contactent parce qu'elles ont des obligations légales. L'obligation légale, il ne faut pas la voir comme une obligation qu'on doit respecter en traînant des pieds. L'obligation légale est là simplement pour rappeler qu'il faut le mettre à l'ordre du jour. Donc, des entreprises tout à fait bienveillantes, comme des entreprises qui n'ont pas forcément ces priorités dans leurs agendas, nous contactent pour mettre au point des formations, des sensibilisations, pour les aider à faire l'état des lieux, comme j'ai dit, de leur situation de travail et voir quelles sont les situations qui vont amener plus facilement ces agissements sexistes et détériorer
la santé de leurs salariés. Il y a aussi des entreprises complètement proactives qui ont des chartes, qui ont des projets grands de qualité de vie, conditions de travail, qui va les mener à développer ces actions. Pour ce qui est de notre proactivité à contacter les entreprises, en fait, c'est grandissant, mais c'est un combat, le combat contre les agissements sexistes. C'est un combat, et dans un combat, si on est, c'est un combat sociétal, mais ça ne doit pas être un combat d'individus. Il est important que ça vienne, cette demande soit portée par l'entreprise. Parce que nous, si on vient taper à la porte des entreprises en disant « il vous faut une formation », parce que il le faut et parce que c'est comme ça, ou parce qu'on a des remontées sur notre entreprise, déjà, on n'arrive pas dans un contexte, dans un climat serein et de quiétude sur cette problématique que sont les agissements sexistes et qui peuvent soulever beaucoup de résistance dans l'entreprise. Enfin, nous sommes un cabinet de conseil, donc il arrive très régulièrement que suite à une enquête harcèlement, suite à des événements importants qui altèrent la santé des collaborateurs, nous soyons force de proposition, en rappelant que s'il y a eu un accident, c'est peut-être que les gens ne partageaient pas le même langage autour des agissements sexistes. À ce moment-là, nous serons réactifs par rapport aux sujets sur lesquels ils nous appellent et proactifs dans l'importance de soulever ces sujets pour leur entreprise si ça n'a pas été déjà fait ou s'ils ont du retard sur leurs actions. Comment recevoir la parole d'une personne victime de sexisme? Alors, bien qu'il n'y ait pas d'obligation légale, il y a une obligation légale de proposer une démarche par nommer un référent harcèlement sexuel si ce sont des agissements répétés. En fait, l'employeur, il a une obligation, on va dire, morale, sociétale. Justement, on a dit l'entreprise porte la société aussi, d'une certaine manière. À chaque fois qu'une personne se sentira dans un climat bienveillant et qui valorise la dénonciation d'agissements sexistes, nous avancerons dans cette lutte contre le sexisme au travail. Donc l'employeur, en plus globalement, en plus des actions qu'il peut avoir sur des politiques de diversité, d'inclusion, des politiques de sanctions face au sexisme, au harcèlement sexuel, c'est d'abord proposer un climat de travail sain, bienveillant à ses employés. La prévention des risques psychosociaux en général, c'est lutter contre toutes les entraves qu'il y a à l'expression du mal-être. Une entreprise qui fait de sa priorité la prévention des risques psychosociaux dans ses politiques qualité de vie et conditions de travail, c'est déjà une entreprise qui se dit qu'elle est ouverte à l'expression du mal-être, et en particulier pour ce questionnement des agissements sexistes, qu'elle légitime, qu'elle valorise et qu'elle encourage ses salariés, ses collaborateurs, ses collaboratrices à parler de leur vécu au travail et dire à quel moment, dans quelle situation, ce vécu est altéré et leur travail est dégradé, leurs conditions de travail sont dégradées.